Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce 4 mai 2023, exceptionnellement un jeudi, sur les ondes de Radio KPMG pour notre traditionnelle matinale destinée à faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Nous espérons que vous êtes en forme et que vous avez pu profiter de ce premier pont du mois de mai. Au micro, votre tandem habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène et bonjour à tous. À l'été 2021, un accord fiscal historique avait été entériné par le G20, qualifié à l'époque par notre ministre de l'économie d'accord fiscal international le plus important depuis un siècle. Depuis, cette réforme, Laurent, a bien avancé et s'approche à grands pas. C'est vrai Hélène, cette réforme qui repose sur 2 piliers est dans le marbre, du moins pour le deuxième pilier qui instaure de manière certaine un impôt minimum mondial. Qui est concerné par cet impôt minimal de 15% dans chaque juridiction? De nombreux groupes vont-ils devoir s'acquitter d'impôts complémentaires? Quelles sont les obligations de déclaration liées à cette réforme? Et comment se préparer au mieux au vu de l'application du pilier 2 dès le 1er janvier 2024? C'est à toutes ces questions que nos deux invités, Laurence Masvet de KPMG Avocat et Amélie Noël de KPMG Advisory, répondront dans le dossier du mois d'ici quelques instants. Mais avant cela, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction. Le journal. À la une ce mois-ci, dans l'actualité extra-financière tout d'abord, la publication par la Commission européenne, notamment du projet d'acte délégué pour les 4 derniers objectifs environnementaux, c'est-à-dire ceux en dehors du changement climatique. Mais d'autres titres sont à la une, Laurent, ce mois-ci également. Oui, de l'actualité réglementaire également ce mois-ci. MiCA, le règlement européen sur les cryptoactifs, a été adopté par le Parlement européen fin avril. De l'actualité sociale aussi, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 avril dernier sur la réforme des retraites. Enfin, nous vous prodiguerons, comme toujours, quelques conseils de lecture. Nous commencerons donc avec l'actualité extra-financière. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises à ce micro. Le Green Deal européen, c'est-à-dire l'engagement pris par l'Europe d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, engendre de nombreuses dispositions réglementaires, au premier rang desquelles la taxonomie, qui instaure une définition commune de ce que l'Union européenne considère comme des activités durables, et également la future directive CSRD qui encadrera le reporting extra-financier. Dans ces 2 registres, Laurent, les choses ont avancé au cours du mois d'avril. Oui, et c'est normal Hélène, au vu des prochaines échéances qui attendent les entreprises dans le domaine de la durabilité. Tout d'abord, en ce qui concerne la taxonomie, la Commission européenne a publié le 5 avril dernier le projet d'acte délégué pour les 4 derniers objectifs environnementaux, c'est-à-dire ceux non liés au changement climatique, à savoir l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, et enfin la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Que trouve-t-on plus précisément dans ce projet ? Dans ce projet d'acte délégué, la Commission définit de nouvelles activités éligibles au titre de ces 4 objectifs, des critères d'examen techniques pour apprécier l'alignement des activités économiques à ces 4 objectifs environnementaux. Et enfin, ce projet de texte fournit le calendrier d'application de ces nouvelles dispositions. Ainsi, les sociétés devront publier des informations sur l'éligibilité des activités économiques dès 2024 au titre de l'exercice 2023 et sur leur alignement en 2025 au titre de l'exercice 2024. Quelles observations peut-on faire à propos de ce projet d'acte délégué? Quels commentaires? Alors peut-être avant cela, une précision pour nos auditeurs, Laurent. La taxonomie européenne étant dynamique, la Commission a également publié un projet d'amendement de l'acte délégué climat en y intégrant de nouvelles activités, dont l'aéronautique. Tout à fait, Hélène. Cette précision est importante. Je dirais que ces projets appellent plusieurs commentaires. Le premier est, contrairement à ce qui était attendu, aucun répit n'est laissé aux entreprises et le calendrier est même accéléré. Deuxième commentaire, l'éligibilité au titre des 4 derniers objectifs englobe à ce jour moins d'activités que prévu. Le textile, par exemple, n'est pas encore éligible alors que l'on sait que ce secteur souhaite mettre en avant sa durabilité. C'est un parti pris de l'Union européenne car caractériser l'éligibilité de ce secteur nécessite de longs travaux pour définir les indicateurs pertinents.
Il faudra donc patienter encore un peu. Troisième commentaire, certains secteurs sont à contrario d'ores et déjà considérés comme éligibles alors qu'ils sont de très gros émetteurs de carbone. C'est par exemple le cas de l'aéronautique. Une fois encore, un parti pris de l'Union européenne qui souhaite embarquer ce secteur dès maintenant dans la taxonomie européenne pour le verdir rapidement. Un autre commentaire, Laurent ? Oui, et ce sera un satisfecit, cette fois à propos du projet d'amendement de la déléguée Disclosure que la Commission a également publié, car il prend en compte une partie des améliorations souhaitées par les parties prenantes en matière d'information en annexe. Les tableaux à fournir ont été ainsi améliorés. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de projets soumis à consultation, une consultation qui s'est achevée hier, le 3 mai, et dont, bien entendu, nous vous tiendrons informés sur ces ondes de la teneur des textes définitifs. Regardons maintenant du côté de la future directive CSRD. Les lignes ont elles aussi bougé de ce côté-là. Oui, la transposition de la directive, qui on le sait, doit être réalisée avant la fin de l'année 2023, a fait l'objet d'une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. Le projet de texte devra être présenté en Conseil des ministres et publié avant le 8 décembre prochain. Une première version sera proposée pour avis dans le courant du mois de mai, avec pour objectif de saisir le Conseil d'État à l'automne, conformément à la procédure requise. Poursuivons ce journal, Laurent, avec l'actualité réglementaire. Fin avril, après 3 ans de discussion, l'Union européenne a finalement adopté le règlement européen sur le marché des cryptoactifs, un règlement appelé MiCA. Oui, Hélène, ce règlement qui vise à encadrer les cryptoactifs et à créer un cadre réglementaire destiné à protéger les investisseurs européens a été adopté le 20 avril dernier. Quel est précisément le périmètre de MiCA ? C'est ce que nous avons demandé à Catherine Philippe, associée de KPMG France et spécialisée dans les technologies blockchain. MiCA, c'est d'abord la mise en place d'un cadre juridique uniforme pour les marchés de cryptoactifs dans l'Union européenne. Le texte permet de clarifier la qualification des cryptoactifs, soit en jetons d'utilité, en jetons de monnaie électronique, stablecoin ou un jeton associé à une monnaie ayant cours légal, ou des jetons associés à d'autres actifs qu'on appelle Asset Reference Token. Il distingue les cryptoactifs des security tokens. Les security tokens qui sont des produits financiers traditionnels, actions, obligations, qui circulent sous une forme digitale sur une blockchain. Ces actifs-là sont eux soumis au régime pilote DLT. C'est un régime qui vise à encadrer les infrastructures de marché bâties sur des technologies blockchain. MiCA exclut également, pour le moment, les jetons non fongibles, ce qu'on appelle les NFT, et les collections digitales, ainsi que tout ce qui est finance décentralisée. L'objectif, à terme, c'est que chaque actif numérique soit précisément qualifié et régulé. Le texte définit également un statut CASP, pour Crypto Asset Service Provider, qui vise à réguler les acteurs proposant des services liés aux actifs numériques. Ça peut être de l'émission, de la négociation, de la gestion de portefeuille, de la conservation. Il vise à encadrer les intermédiaires et les plateformes. En France, ce statut viendra progressivement remplacer le statut PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui existe déjà depuis la loi Pacte. Enfin, ce texte va clarifier les exigences en matière de lutte contre le blanchiment, de cybersécurité, de contrôle interne, mais également de protection des investisseurs et de lutte contre les abus de marché. Un règlement donc très ambitieux. Catherine Philippe nous a également expliqué ce que MiCA va changer pour les acteurs français. Les acteurs français se situent déjà dans un environnement qui est encadré par la loi Pacte. MiCA est assez similaire, mais plus complet et plus exigeant. Pour les acteurs établis, les établissements bancaires ou établissements financiers, c'est une réglementation de plus et les exigences seront finalement assez similaires à MiFID qu'ils connaissent déjà. En revanche, pour les acteurs de l'écosystème d'innovation, il y a une marge importante à franchir en matière d'anti-blanchiment, de cybersécurité, de fonds propres ou de mise à niveau de leur contrôle interne. Ce bond de maturité va demander des ressources importantes, mais la plupart des acteurs qui projettent leur activité et leur entreprise dans le long terme sont bien conscients de la nécessité de mettre en place ces règles. Grâce aux délais supplémentaires prévus pour les acteurs déjà enregistrés auprès de l'AMF, ils auront jusqu'à 2026 pour se conformer à MiCA. Un encadrement réglementaire en Europe pourrait finalement s'avérer plus favorable à l'innovation et au développement de ces actifs qu'on ne le pense. Enfin, nous avons posé, Hélène, une dernière question à Catherine Philippe
pour connaître les prochaines étapes et savoir à quelle date ce règlement va s'appliquer en France. Elle nous répond. Le texte a été adopté le 20 avril 2023 par le Parlement et maintenant nous entrons dans une période de 18 mois au cours de laquelle des précisions seront apportées par les textes d'application et les normes techniques qui seront élaborées par les autorités européennes, l'ESMA et l'EBA. Une période également au cours de laquelle les prestataires vont pouvoir se mettre en conformité. Le texte rentrera en application en octobre 2024. Je l'ai déjà dit, en France, les acteurs déjà enregistrés auprès de l'AMF auront 18 mois supplémentaires, donc jusqu'en avril 2026, et le remplacement total du statut PSAN par MiCA. Voici ce que nous pouvions dire à ce jour, Hélène, du règlement européen sur le marché des cryptoactifs. De toute évidence, il sera nécessaire d'en parler de nouveau, Laurent, sur ces ondes, plus amplement dans un avenir proche. Finissons ce journal avec l'actualité sociale et la réforme des retraites. Si vous pouviez être bref, Laurent. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 avril et a validé toutes les dispositions relatives aux conditions de départ à la retraite et au calcul des pensions. La loi a été promulguée dans la foulée et devrait s'appliquer à partir du 1er septembre 2023. Reste à publier une trentaine de décrets d'application, dont les premiers ont été transmis il y a peu aux parties concernées pour avis. En revanche, ont été invalidées par le Conseil certaines mesures destinées à tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité, notamment en termes d'emploi des seniors. En particulier l'article 2 du projet de loi et son index annuel senior, ou encore l'article 3, qui crée un contrat de fin de carrière pour faciliter le recrutement des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans. Les questions autour de l'emploi des salariés âgés seront-elles reprises dans un projet de loi ? Seul l'avenir nous le dira. Radio KPMG, notamment notre émission Les Sociales, vous en informeront également, bien entendu. Avant de clôturer ce journal, Laurent, quels sont vos conseils de lecture ce mois-ci ? Au-delà du traditionnel numéro d'IFRS en bref du mois d'avril, je recommande à nos auditeurs l'édition 2023 de nos guides relatifs aux états financiers intermédiaires, à savoir les Illustrative Disclosures et la Disclosure Checklist. Très utile pour préparer l'arrêté IFRS du 30 juin prochain. Face aux multiples incertitudes actuelles, guerre en Ukraine, dérèglement climatique ou encore inflation, les entreprises doivent soigneusement évaluer et prendre en compte l'impact de ces événements dans leurs états financiers intermédiaires 2023. D'autres conseils de lecture ? Oui, le handbook sur le reporting des émissions de gaz à effet de serre, ce guide publié par KPMG, explique la mesure et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au travers des dispositions du Greenhouse Gas Protocol, le référentiel privilégié par les normes européennes. Toutes nos publications sont à retrouver sur kpmg.fr ou sur KPMG US pour le handbook. Ce journal de rédaction se termine. Je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités. Le dossier du mois. En juillet 2021, un accord fiscal historique a été entériné par le G20. Dans la foulée, une déclaration commune, sous l'égide de l'OCDE, a fixé les règles destinées à relever les défis fiscaux liés à la digitalisation de l'économie. Les grandes lignes de cette déclaration, signée par 140 pays, avaient été présentées sur nos ondes dans l'émission Les Fiscales par Marie-Pierre Haut de KPMG Avocats. Depuis cette date, la réforme qui repose sur 2 piliers avance. Le premier pilier permettra de taxer les profits des plus grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards de dollars et qui ont une rentabilité d'au moins 10%. Là, et c'est important, là où elles réalisent leur chiffre d'affaires et non pas là où elles sont implantées. C'est un vrai changement de paradigme, toutefois non encore adopté. 2 piliers, donc le pilier 2, lui, instaure pour les groupes réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 750 millions d'euros un impôt minimum mondial de 15% dans chacune de leurs juridictions fiscales. Au vu du calendrier d'application du pilier 2, à savoir dès le 1er janvier 2024, et au vu des enjeux pour les entreprises, il nous a paru indispensable de consacrer notre dossier du mois à ce sujet. Pour ce faire, j'aurai le plaisir d'avoir au micro 2 associés de KPMG, Laurence Masvet de KPMG Avocats et Amélie Noël de KPMG Advisory. Bonjour mesdames. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Laurence Masvet, je vais d'abord m'adresser à vous. Je viens de rappeler quelques éléments de contexte. Souhaitez-vous compléter ?
Oui, en complément, je dirais que les règles du pilier 1 ciblent une centaine de groupes dans le monde, alors que le pilier 2 a, lui, une portée beaucoup plus large, avec le seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, qui est, rappelons-le également, le périmètre du CBCR. Par ailleurs, même si vous l'avez dit en introduction, j'insisterai sur le fait que l'ambition du pilier 2 est de limiter la concurrence fiscale entre États et de dissuader les groupes concernés de loger des profits dans les juridictions faiblement imposées. S'agissant du pilier 1, il vise à attribuer une partie des profits de la centaine de groupes concernés aux juridictions dans lesquelles sont consommés les biens et services de ces groupes. Ici, dans le pilier 1, sont clairement visées les entreprises du numérique, avec l'ambition à terme de remplacer les taxes sur les services numériques qui ont fleuri depuis 4-5 ans. Toutefois, la mise en œuvre à court ou moyen terme du pilier 1 apparaît très incertaine parce que les États-Unis ne mettront probablement pas en œuvre le pilier 1 et que ce sont essentiellement des groupes américains qui sont visés par ces règles. Merci pour ces compléments. En revanche, Laurence Masvenet, la mise en œuvre du pilier 2 est quant à elle certaine et sera effective à partir de 2024, je l'ai dit en introduction. Focalisons-nous donc maintenant sur ce pilier 2. Comment l'impôt minimal de 15% dans chaque juridiction va-t-il s'appliquer ? Le pilier 2 va se déployer essentiellement via 2 règles. La première, c'est la règle d'inclusion du revenu, la RIR, et la deuxième règle, c'est la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, la RBII. La règle principale, c'est la règle d'inclusion du revenu. Les 2 règles sont communément appelées GLOBE pour Global Anti-Base Erosion. Le principe est très simple et assez malin. On va calculer le taux effectif d'impôt par pays d'implantation en additionnant les résultats d'une part et les impôts d'autre part de toutes les entités du groupe situées dans chaque pays. Puis, demander à la société mère ultime de collecter et de payer au trésor du pays dans lequel elle est implantée un impôt supplémentaire, qu'on va appeler la top-up tax, correspondant à la différence entre le taux minimum de 15% et le taux effectif d'impôt de ces activités dans cette juridiction. La règle d'inclusion du revenu devait être appliquée en première intention dans le pays de l'entité mère ultime. Si ce pays n'a pas mis en œuvre les règles GLOBE, l'obligation s'appliquera alors à l'entité constitutive suivante dans la chaîne de détention, dès lors que la détention est supérieure ou égale à 80%. On a parlé de 2 règles GLOBE. La deuxième règle GLOBE qui va être appliquée est donc la règle des bénéfices insuffisamment imposés. Et elle sert en quelque sorte de garde-fou à la première. En effet, la deuxième règle GLOBE sert de filet de sécurité à la première quand les revenus de l'entité faiblement imposée n'entrent pas dans le champ d'application de la règle d'inclusion du revenu. Attention, en général, cette règle entrera en vigueur 1 an après la règle d'inclusion du revenu. Dans le cas où il n'est pas possible d'appliquer la règle d'inclusion du revenu, par exemple parce que l'État de l'entité mère ultime ne l'a pas transposée, les entités du groupe devront payer dans leur pays un impôt complémentaire correspondant à la différence entre le taux minimum, 15%, et leur taux effectif d'impôt. Cet impôt complémentaire s'impose alors à toutes les entités constitutives situées dans le pays ayant mis en œuvre les règles GLOBE, quelle que soit leur place dans la chaîne de détention. Donc vous l'aurez compris, cette règle évite que des groupes structurent leur organigramme pour échapper aux règles GLOBE. En clair, la combinaison de ces 2 règles signifie qu'un groupe multinational dont une entité est établie dans une juridiction appliquant les règles GLOBE devrait voir la totalité des résultats de ses filiales soumises aux règles GLOBE. Peu importe le lieu d'implantation de la société mère ultime et peu importe la structure du groupe. Est-ce à dire, Laurence Masvenet, que de nombreux groupes vont devoir s'acquitter d'impôts complémentaires ? Non, au vu de nos premiers échanges avec les entreprises, il semble que l'enjeu principal soit plutôt la conformité, plutôt qu'un enjeu financier. Pour beaucoup de groupes français, l'impôt complémentaire devrait être limité, mais en revanche, ils vont devoir établir un déclaratif fiscal dans les 18 mois suivant la première clôture d'application, c'est-à-dire le 30 juin 2026 pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 et dans les 15 mois pour les clôtures suivantes. Le format de la déclaration GLOBE est toujours en discussion au sein de l'OCDE, mais c'est une déclaration qui s'annonce très lourde. Pour vous donner une idée, le projet comprend 22 pages à renseigner pour chaque entité du groupe. À tel point que les groupes ont manifesté leur inquiétude quant à la confidentialité des données qui vont être mentionnées dans ces déclarations. Mais il est vrai aussi que l'objectif de cette déclaration est de permettre aux administrations fiscales de vérifier les calculs. Pour adoucir l'entrée en vigueur de cette réforme, sont prévues des mesures simplificatrices, temporairement, pour les juridictions qui satisferaient certains ratios. Je m'adresse maintenant à vous, Amélie Noël. Comment sont calculés ces ratios ? Ces ratios s'appuient sur le CBCR complété de données consolidées. Le texte a prévu 3 ratios et ce qui est important, Hélène, pour les auditeurs, il suffit qu'un seul soit respecté pour ne pas avoir à effectuer les calculs détaillés. Un premier test qui permet d'exclure les juridictions dans lesquelles le chiffre d'affaires du groupe est inférieur à 10 millions d'euros
et le bénéfice avant impôt inférieur à 1 million d'euros. Un deuxième test, qui est réalisé sur un taux effectif d'impôt simplifié, calculé en partie sur les données du CBCR, qui, s'il est supérieur à 15% pour 2024, 16% pour 2025 et 17% pour 2026, permet d'exclure la juridiction des calculs détaillés. Enfin, un troisième test qui exclut la juridiction si un certain pourcentage de ses actifs corporels et dépenses salariales excède son résultat avant impôt. À noter que les juridictions qui ne remplissent aucun des 3 tests au titre d'un exercice ne pourront plus revendiquer l'application des mesures simplificatrices les années suivantes. Une fois exclue, une juridiction l'est à titre définitif et devra donc faire les calculs globes détaillés. Mais attention, ces règles sont transitoires, elles s'appliqueront jusqu'aux exercices 2027 inclus. Elles devraient être remplacées par des mesures de simplification définitives dont on ne connaît pas encore exactement les contours. Un peu de patience donc, mais pour autant, respecter ces ratios n'exempte pas les entreprises d'un déclaratif fiscal allégé. Les juridictions qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures simplificatrices sont soumises donc aux calculs détaillés, des calculs détaillés qui requièrent un grand nombre de données, pas forcément centralisées. En effet, Hélène, on estime à environ 300 le nombre de données nécessaires pour mener ces calculs détaillés, ce qui requiert d'avoir organisé cette collecte. Une piste intéressante est de capitaliser sur le processus existant en enrichissant son tax package qui dispose déjà d'un certain nombre d'informations requises pour les calculs et la déclaration. Ce qui est important également de dire à ce stade, c'est que cette réforme introduit des notions totalement nouvelles, notamment en ce qui concerne le taux effectif d'impôt. Ce taux effectif d'impôt, Amélie Noël, que l'on peut qualifier de globe, s'appuie sur 2 agrégats. Le bénéfice ou la perte admissible, en quelque sorte un résultat avant impôt globe, et l'impôt concerné ajusté, en quelque sorte l'impôt globe. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Ces 2 agrégats se déterminent à partir de données issues de la consolidation, en se situant d'abord avant élimination des opérations à caractère intragroupe et aussi avant ajustement de Purchase Price Allocation, les ajustements que l'on constate dans les comptes consolidés lorsqu'on achète une société qui consiste à mettre à la juste valeur les actifs et les passifs acquis. Une mesure simplificatrice existe pour les PPA, donc les Purchase Price Allocation, qui seraient antérieurs au 1er décembre 2021 et qui ne seraient pas facilement isolables. Ils peuvent être conservés. En revanche, il convient d'exclure les effets de tous ceux qui sont postérieurs à cette date. Ensuite, une série d'ajustements est à effectuer, à opérer à la fois sur l'impôt et sur le bénéfice à considérer. Effectivement, de nombreux ajustements sont effectués pour, d'une part, rapprocher le bénéfice ou la perte au sens du pilier 2 d'une notion de résultat fiscal. Par exemple, les plus ou moins-values sur cession de titres sont exclus, comme ces résultats de cession sont généralement non taxés ou non déductibles. Et d'autre part, rendre l'impôt concerné plus comparable à ce bénéfice ou perte au sens du pilier 2 et en neutraliser tout élément de subjectivité. À titre d'exemple, tous les impôts différés actifs, y compris ceux qui ne sont pas reconnus dans les comptes consolidés, sont à prendre en considération. Un autre exemple, les impôts différés sont aussi à recalculer à 15% s'ils sont déterminés à un taux supérieur pour les états financiers consolidés. S'agissant maintenant du calendrier, la directive européenne, votée en décembre 2022, impose aux États membres une transposition en droit national d'ici fin 2023. Laurence Masveig, qu'est-ce qui est prévu en France ? Il semblerait qu'en France, un projet de loi devrait être soumis au Parlement et voté avant l'été, mais nous ne disposons pas encore du projet de texte de transposition. Qui dit vote avant l'été pose la question des conséquences comptables, notamment dans le référentiel IFRS, au cours de l'année 2023, Amélie Noël. Vous avez raison, c'est pourquoi l'IASB, le normalisateur comptable, s'est saisi du sujet. Tout d'abord, l'impôt complémentaire dit top-up tax s'analyse comme de l'impôt sur le résultat au sens de la norme IAS 12. Devant la complexité de pilier 2, l'IASB va introduire une exemption temporaire à la constatation d'impôts différés qui seraient générés par pilier 2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
La contrepartie à cette exemption est la communication d'informations additionnelles dans les états financiers IFRS annuels, ce dès lors que pilier 2 est adopté, même s'il n'est pas encore entré en vigueur. D'où le fait que ces informations seront à publier dès la clôture des comptes 31 décembre 2023, notamment sur l'exposition du groupe aux impôts pilier 2. Les amendements définitifs à IAS 12 sont attendus pour la fin de ce mois de mai, donc on devrait être assez vite fixé. Notre entretien approche de son terme. Afin de se préparer à l'échéance de pilier 2, mesdames, que recommandez-vous aux entreprises de manière pratique, chacune avec votre compétence, avec votre casquette? Peut-être d'abord la fiscaliste? En tant que fiscaliste, je leur recommanderais d'abord de se pencher sur le périmètre pour être clair sur les entités qui vont être concernées et de quelle manière elles vont être concernées. Puis, je leur recommanderais de fiabiliser rapidement leur CBCR si besoin, CBCR qui devient central dans le cadre de cette réforme. À partir de 2024, il aura en effet des conséquences financières puisqu'il est le point d'appui des mesures de sauvegarde. À noter aussi, et c'est pas à oublier, qu'il va devenir public indépendamment de la mise en œuvre de pilier 2. Amélie Noël, avec votre casquette, on va dire, de consolideur, de conseil, que diriez-vous? Avec ma casquette de conseil, je pense qu'il faut d'abord étudier les mesures de sauvegarde, les 3 ratios alternatifs qu'on a pu évoquer, qui peuvent être déterminés assez rapidement et peuvent donner un premier aperçu des juridictions qui seraient a priori concernées de celles qui y échapperaient, même si on ne peut pas forcément conclure à l'avance, parce que pour 2024, il faudra s'appuyer sur les données de 2024 pour savoir quel pays est concerné ou pas. Aussi, identifier dès que possible les données manquantes pour être en mesure de faire des calculs détaillés si une ou plusieurs juridictions le requièrent. Également, organiser un processus de détermination de la top-up tax dans le cadre de la clôture de ces comptes consolidés et se préparer à communiquer sur le sujet dans ses états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Et donc, du pain sur la planche. En conclusion, vous diriez, mesdames, Laurence Masveille, peut-être une conclusion commune? Oui, je pense que Amélie va me rejoindre. Nous pensons qu'il ne faut pas attendre 2024 pour se préparer au pilier 2. Et pour ça, le directeur fiscal va devoir se rapprocher de l'équipe consolidation et évaluer si le groupe est en mesure de satisfaire ces nouvelles règles, à la fois s'agissant des impositions complémentaires et également des obligations déclaratives. Mesdames, un grand merci. Donc, un large projet commun, on l'a entendu, aux directions fiscales, aux directions consolidation et peut-être aussi aux équipes informatiques, parce que les systèmes d'information vont aussi sûrement être sollicités. Donc un grand merci à vous deux pour vos éclairages et pour cet entretien qui, je l'espère, aidera les entreprises concernées à préparer cette réforme dans de bonnes conditions. Et si vous avez besoin d'être accompagnés dans ce domaine, nos experts sont bien entendu à votre disposition. Vous pouvez également consulter sur le site de KPMG Avocat la carte interactive afin de suivre en continu l'avancement des dispositions pilier 2 à travers le monde. Cette émission se termine maintenant. Je vous retrouverai avec grand plaisir le 4 juin pour la prochaine matinale consacrée à l'arrêté semestriel en présence notamment de l'autorité des marchés financiers. À très bientôt donc. Les matinales de KPMG.